C'est une amie à moi que j'ai rencontrée en 2004, alors que son fils avait reçu un petit journal local et il a vu qu'à l'intérieur du journal, il y avait une petite annonce qui disait « Groupe d'études du livre d'Urantia Sainte-Sophie avec notre numéro de téléphone ». Et ce qu'il a fait, en sachant que sa maman, c'était son livre préféré, il a décidé de lui apporter la petite annonce. Et de là, elle a contacté le numéro de téléphone. Et c'est moi qui ai parlé à Joanne la première fois. Alors là, bien, on a jasé longuement. Et puis après ça, ben, je l'ai invité chez nous. Et puis on a continué à jaser. Puis là, bien, finalement, c'est joint au groupe d'études pendant quelques années. Joanne et moi aussi, nous avons cheminé spirituellement dans la sagesse divine progressive en suivant les 13 séminaires qu'on a reçus de Moussa Elière. Et c'est avec plaisir que je la présente comme une grande chercheuse de vérité depuis toujours, lectrice du livre d'Urantia depuis 43 ans. Si jeune quand même. Hein? Mère de 4 enfants et grand-maman de 4 petits-enfants. Femme autonome et professionnelle en santé mentale, cumulant 24 ans d'expérience dans le domaine de la santé. Détentrice d'un bac en sciences santé. Toujours en formation pour développer son expertise. Jardinière à temps plein. Je ne sais pas si vous êtes amis avec Joanne sur Facebook, mais là, on voit ses cocons, ses courgettes, ses petites feuilles, ses tomates. Elle a plusieurs quantités de tomates, des variétés. De tomates. C'est super beau à voir. Elle est aussi une herboriste en devenir. Se passionne pour les plantes médicinales et les médecines alternatives. Pratique la méditation, le Qigong, le yoga et la marche en forêt. Passionnée de contemplation en nature, une femme qui a relevé de nombreux défis et qui en relève encore. Accueillons Joanne Séguin. Salut tous. J'étais vraiment contente d'être ici parce qu'il y avait plein de visages qui me manquaient, des gens que j'aime, que j'aurais jamais pensé voir. Qui m'ont marqué, qui m'ont touchée. Puis c'est vraiment une belle occasion pour moi. Je vais arrêter de jouer après le micro. Hein. C'est une belle occasion pour moi de pouvoir partager avec vous. Alors je remercie l'association Urantia pour m'avoir invitée, parce que je serais venue quand même, même s'ils ne m'avaient pas invitée. Excusez ma voix, là, parce que j'ai eu une infection respiratoire, fait que ça gronde un peu. Alors, ma présentation va parler du travailleur du suprême. J'ai mis travailleur parce que ça l'inclut homme-femme, porte-flambeau de l'humanité. Alors, je vais vous introduire en vous parlant un peu de ma vie de travailleur du suprême. Mais je vais avant tout vous parler, vous partager toute la gratitude qui m'habite depuis de nombreuses années. C'est plutôt rare que j'ai l'occasion dans mon entourage ou mes collègues de travail de pouvoir parler de la gratitude. J'en parle dans le cadre de mes interventions auprès de ma clientèle, parce que j'en ai fait comme un modèle d'avancement pour eux. Puis je les aide à ce niveau-là, mais sinon, c'est assez rare qu'on puisse dire aux autres j'ai tellement de gratitude par rapport à plein de choses. Puis je vais vous parler un peu comment j'agis en partenariat avec le Suprême sur le terrain dans plusieurs domaines. Moi, je n'ai pas beaucoup de citations du livre d'Urantia, mais par contre, ma vie est teintée de ces enseignements-là, même si ça n'a pas paru hier dans le quiz.
Alors, puis je vais terminer ma réflexion avec une réflexion sur la providence et un message qui s'adresse à vous tous, partenaires du Suprême. Alors, vous allez voir les diapositives qui vont défiler là, pour mettre un peu d'ambiance, là, parce que ma voix est un petit peu plate. Alors, 1, 2, 3, go. Tous les jours, en parlant de la gratitude, moi, c'est là que je vis, à Saint-Adolphe-d'Hour, dans la nature, en montagne, où il y a 85 lacs. J'entends le vent arriver de loin, j'entends le silence, puis vraiment, c'est une nourriture pour moi. Puis je comprends tellement, j'ai entendu parler ces derniers jours, mais je comprends tellement Jésus quand il avait besoin de s'en aller dans les collines ou pour aller se ressourcer, puis rentrer en contact avec son Dieu. Parce que moi, dans le cadre de mon travail, j'en ai vraiment besoin. Alors, beaucoup de gratitude de pouvoir profiter de ça. J'ai travaillé fort pour ça, évidemment, mais beaucoup de gratitude. Mais surtout, beaucoup de gratitude d'être née femme au Québec. Parce que je ne sais pas si vous, les femmes en particulier, vous êtes conscientes de ce privilège-là. Si on y vit dans un pays riche, abondant, plein de possibilités, un pays où les femmes peuvent être autonomes, réaliser leurs rêves, leur potentiel, vivre en paix. Il y a des lois pour nous protéger. Moi, je le réalise à tous les jours, sans omettre aucune journée. Je remercie d'être née femme au Québec. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Mon ajusteur, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est tellement un grand privilège, là, tu sais, je ne gâche pas ce privilège-là. J'essaie vraiment d'en profiter. Alors, c'est ça. À tous les jours, je pense à ça, mais aussi à tous les jours, je vois mes sœurs humaines partout dans le monde. Puis, je vis beaucoup de tristesse parfois de voir leurs conditions de vie, les injustices, les sévices dont elles sont victimes, et je prie encore plus fort. Je vous amène un peu dans le charnier, la vie. Vous saviez que les bouddhistes tibétains allaient dans des charniers pour méditer? Est-ce que vous saviez ça? Non. Pour être en contact avec la réalité de la vie, la vraie réalité de la vie humaine, de voir des corps se décomposer, ça faisait partie de leur apprentissage. Alors, c'est un drôle de parallèle, vous direz, mais moi, de voir, d'être ouvert à ce qui se passe dans le monde pour les femmes, comme tu disais, on est une planète, hein? On n'est pas juste le Québec, on est une planète. De voir ce qui se passe pour les femmes en Inde, entre autres, où ils leur enlèvent leur utérus sans le consentement pour qu'ils puissent travailler dans les champs. En République du Congo, toutes les femmes qui sont victimes de sévices sexuels comme armes de guerre. Dans tous les autres pays où les femmes n'ont pas de droit, où les hommes ont droit de vie et de mort sur eux. Toutes les femmes ici au Canada même, les femmes autochtones disparues. Et même une femme qui juste fait dire non à un homme et qui se fait défigurer avec de l'acide de voiture. C'est pas très joli à voir. Des fois, on ferme le poste de télévision ou on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le voir, mais c'est la réalité des femmes sur la planète aussi. C'est pas juste ce qu'on vit ici. J'en parlais justement à une amie Facebook, puis je lui disais comment j'étais préoccupée par cette situation. Puis ce qu'elle m'a répondu, ça m'a fait du bien, parce que je réfléchis beaucoup à des moyens, comment moi, là, femme québécoise du 21e siècle, je peux aider les femmes sur ma planète. Alors, elle s'appelle Savitri Kora,
Puis elle m'a répondu, quand je lui ai dit comment aider toutes ces femmes, elle m'a répondu, se sensibiliser à soi-même, se sauver d'abord, en vivant de façon transparente et intègre dans la réalité de son quotidien. Elle a un discours un peu particulier, là, elle n'est pas québécoise, mais bon, j'ai compris quand même. Elle a bien raison, parce que vivre soi-même une vie de femme dans toute sa puissance, c'est la plus belle façon de les aider. Parce qu'on devient des modèles du 21e siècle. Puis, à ce moment-là, on peut dire, comme Jésus disait, « Voyez et suivez-moi ». C'est prétentieux de dire ça, là, mais il voulait qu'on soit comme lui. Donc, en tant que femmes qui vivons notre plein potentiel, on peut dire à ces femmes-là qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là, « Voyez, vous pouvez y arriver. Vous aussi, vous pouvez arriver à vivre une vie complète, heureuse, épanouie, puis dans le respect. » Alors, moi, ça me réconforte que moi-même, je puisse devenir un exemple. C'est ma petite aide momentanée pour le moment, là. Mais je fais bien d'autres choses aussi. Fait que, c'est ça, il y a beaucoup d'expériences cosmiques à faire dans cette matière, hein. On y réfléchit, on veut que les choses aillent mieux, puis on n'est pas ici pour s'ennuyer. Puis en parlant de ne pas s'ennuyer, ben, je voudrais vous parler de quelqu'un qui n'était pas très ennuyant. Ça change un peu le thème. Je voulais juste rendre un hommage à Moussa Ndiaye, qui a quitté ce monde cette année. C'est un homme qui m'a accompagnée dans ma progression spirituelle comme un frère, un père, un ami pendant 14 ans. Puis grâce à son respect pour la femme, justement, puis à sa foi dans la femme, ben moi, je suis devenue une meilleure version de moi-même grâce à son aide. Alors, je vais juste partager quelques clichés. C'est ma première rencontre avec lui ici, à la Villa Saint-Martin. Ça, c'est en 2010. Tu reconnais ton papa? Ça aussi, je pense que c'était après le 12e ou 13e séminaire. Ça, c'était un des groupes, là, un des derniers groupes qu'on a eu avec lui. Fait que je voulais prendre un moment pour ça parce que c'est un grand travailleur du suprême, puis je trouvais que la thématique était adaptée à parler de lui. Alors, en tant que travailleur du suprême et porte-flambeau de l'humanité, il va de soi que dès mon jeune âge, j'ai choisi un métier où j'allais aider les autres. Fait que le livre du Rancière m'a trouvé, j'avais 17 ans. Et malgré que je l'ai lu 80 fois, ça paraissait pas hier dans le quiz. J'ai eu beau l'étudier, l'éplucher, ça ne m'a pas rendu la vie plus facile parce que j'étais immature et isolée. Alors, mais par contre, il m'a inspirée à devenir plus altruiste et à rechercher la fraternité. Excusez-moi. Il y a une citation de Jésus qui ne m'a jamais quittée et qui est un peu le moteur de ma vie. Et c'est celle-ci. Ce ne sont pas ceux qui vont bien qui ont besoin d'un médecin, mais ceux qui se portent mal. Alors moi, ça m'a toujours orientée dans mon choix d'action pour travailler avec le Suprême, de m'occuper de ceux qui vont mal et non ceux qui vont bien. Ici, je suis chanceuse, j'ai toutes des gens qui vont bien. Est-ce que vous allez bien? Oui. C'est sûrement ça qui m'a emmenée aussi à travailler avec des gens souffrant physiquement, et maintenant, depuis 4 ans, avec des gens souffrant mentalement. Je suis devenue passionnée de santé mentale, j'ai étudié dans le domaine, puis j'arrête pas d'étudier encore. Alors,
je ne sais pas si vous en avez connu des gens qui souffrent mentalement, sûrement. C'est une personne sur 4, des fois une personne sur 2, que de souffrance chez l'être humain, causée par l'humain, causée par l'ignorance, causée par la dégradation du noyau familial et social, par la solitude. Comme je parlais avec, je ne sais plus si c'était avec l'autre en arrière, oui, Monsieur Gilles. On ne nous a pas appris grand-chose. On nous a appris à nous servir d'une fourchette, à s'essuyer le péteux comme il faut, mais on ne nous a pas appris à gérer nos pensées, à gérer nos émotions, à avoir une vision des objectifs, à part d'aller à l'école puis de suivre un certain cheminement qui était socialement acceptable. On n'a pas eu beaucoup d'enseignements puis de connaissances si on regarde là, dans les dernières décennies. Alors, il y a beaucoup de travail à faire par rapport à l'humanité, là. Alors, c'est ça. Moi, je travaille là-dedans, puis c'est tous des petits miracles, parce que c'est ça mon travail, c'est d'enseigner aux gens à trouver leur chemin, à aller mieux. Puis, des fois, ça arrive souvent. Des fois, je tombe sur des gens qui ont une bonne ouverture, avec qui j'ai un bon lien de confiance, puis oups, l'esprit rentre, la parole passe, c'est plus moi qui parle, je deviens une superbe oratrice, plus plate pantoute, puis la personne va être impactée par ça, puis va changer ses modus de pensée. Moi, je les appelle mes patients, mais c'est plus le terme qu'on utilise. Maintenant, on dit usagers ou etc., clients. Mais moi, je les aime d'amour. Je m'attache facilement à eux, puis je prends à cœur leur évolution, puis j'ai des belles réussites. Mais on rencontre toutes sortes de gens, là. C'est pas... Je ne veux pas vous traumatiser, là, puis je ne vous raconterai pas des choses en détail. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé en santé mentale ou côtoyé ce milieu-là, mais c'est des humains brisés beaucoup, qui ont vécu des pires sévices, pires, des fois, ce qu'on a vu, là, inimaginables, dès la tendre enfance, que vous n'êtes même pas capable d'imaginer. Et souvent, soit de la négligence ou des rejets. Alors moi, je voudrais vous faire une demande aujourd'hui, c'est maintenant, à partir de maintenant, d'éprouver beaucoup d'empathie, de miséricorde, de compassion envers les gens qui ont un problème de santé mentale. Parce que c'est des gens qui sont souvent dérangeants, bruyants, impulsifs, destructeurs, qui viennent nous chercher beaucoup, qui nous demandent beaucoup d'énergie. Puis, mais c'est comme ça qu'ils ont été traités, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Mais le miracle dans tout ça, c'est que quand vous les regardez avec les yeux du Père, d'égal à égal, puis que vous leur démontrez la sincérité de votre cœur, puis votre compassion, ils s'apaisent, puis ils sont prêts à s'ouvrir. Alors, c'est vraiment des belles expériences humaines de vivre avec les gens qui souffrent, ceux qui se portent mal. C'est monsieur, madame, tout le monde, non? Il n'y a pas de différenciation de classe sociale ou de revenus. Ça peut être n'importe qui. Moi, je ne veux pas nier aujourd'hui que ce travail-là puisse être épuisant. Il est très épuisant parce que c'est un investissement personnel vis-à-vis de chaque personne. Fait qu'il faut que je prenne très soin de moi, il faut que je m'alimente bien, il faut que je me ressource, il faut que ma vie n'ait pas de conflit. Parce que je vais vous dire que 40% des employés dans ce domaine-là sont en arrêt de maladie. Juste pour vous montrer comment c'est difficile, là. Fait que pour continuer pour la conférence, j'ai relu les fascicules sur le suprême pour m'inspirer. J'avais 2 mois, c'était
C'était exigeant parce que je travaillais, j'arrivais chez nous à 1h du matin, puis là j'écrivais, puis je lisais. J'ai travaillé par petits bouts, par-ci, petits bouts par-là, pour créer quelque chose de potable. Alors, quand j'ai relu les fascicules sur le suprême, ben, j'ai été surprise de voir que j'utilisais spontanément des méthodes qu'il y avait dans le livre du Rancière. Fascicule 118, page 1299, chapitre 5, 3e paragraphe, enfin une citation. La conscience du mortel passe des faits aux significations et ensuite aux valeurs. Moi, c'est souvent comme ça que je travaille avec mes patients, c'est que je leur amène les faits de la situation. Pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là? Je leur explique vraiment la réalité, parce que des fois, ils sont coupés un peu de ça. Je leur explique ensuite la signification que tout ça amène dans sa vie, puis dans son environnement, puis quelle valeur il a perdue, puis quelle valeur il a envie de retrouver. Et je travaille spontanément de cette façon-là, puis ça fonctionne très bien. Fait que je les amène aussi dans la compréhension de leurs problèmes comme ça, puis vers une solution, puis vers le pouvoir de choisir. Parce que malheureusement, que ce soit santé physique ou santé mentale, les gens sont passifs. Ils attendent la pilule, ils attendent le thérapeute, ils attendent que quelqu'un fasse quelque chose pour eux. Alors qu'on n'a pas été éduqués à prendre soin de nous-mêmes. C'est de prendre soin de notre santé, prendre soin de notre santé mentale, de notre santé physique, pour ne pas développer de maladie. Ce n'est pas encore très développé la prévention. Ça commence, mais ce n'est pas encore... Alors ça, c'est important de l'enseigner aussi. Je t'ai rendu. Puis dernièrement, j'étais à un congrès, justement. Là, je me promène dans un congrès dans ce temps-ci. Sur la santé mentale, puis j'ai passé une journée en formation sur la méditation pleine conscience. Puis je suis tombée en amour vraiment avec cette méthode-là. Je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent la méditation pleine conscience. Puis vraiment, c'est incroyable. Je suis en train de lire justement là, des livres que j'ai mis de côté pour faire le congrès ici, là. Mais je veux vraiment l'enseigner à mes patients parce que vraiment ça ramène à l'intérieur de soi. Puis, mais selon ce que j'ai pu lire, parce que je lis beaucoup sur le sujet actuellement, il faut que soi-même on ait pratiqué la pleine conscience pendant 1 an pour devenir instructeur. Parce qu'il faut que tu sois capable de gérer les difficultés que les gens vont traverser quand ils vont pratiquer la méditation pleine conscience. Fait que c'est un beau défi. Fait que c'est ça. Puis il y a Eckhart Tolle aussi que j'ai lu dernièrement. Là, lui, il parle que dans son livre L'art du calme intérieur, que la prochaine étape de l'évolution humaine sera de transcender la pensée. Non pas dans le sens de la nier, mais de la maîtriser pour la mettre au service de la progression spirituelle, au lieu de la laisser nous limiter ou nous garder dans l'ignorance. Beaucoup de maladies, de problèmes de santé mentale, troubles obsessifs, anxiété, sont provoqués par ces liens-là, toujours ces ruminations qui s'installent puis qui deviennent comme une autre façon d'être, alors que ça pourrait être complètement transformé avec des approches comme ça. Il y a beaucoup d'humains qui travaillent dans ce sens-là, Dieu merci, je le découvre au travers de mes lectures, j'en rencontre, puis il y a beaucoup de gens qui m'inspirent aussi, puis je voudrais vous en présenter quelques-uns. Ces gens-là qui allument une flamme en moi, et peut-être que vous en connaissez aussi dans ceux que je vais vous présenter, puis qui ont une influence sur moi, qui m'aident à évoluer par leur façon d'être. Puis vous allez voir, il y a un lien dans tout ce que je dis, là, à un moment donné. Vous allez voir, on s'en va en quelque part vers le suprême. Alors, Gaétan Charland, est-ce que vous le connaissez? Non. Non? Ah, il est là. Gaétan,
J'espère que tu es honoré, tu es dans mes top inspirations pour ta générosité, ton implication, ta sensibilité, ton engagement, ta persévérance, tout est admirable dans ce que tu as fait depuis que je te connais. Je ne dis pas que tu n'as pas de défauts, mais je ne veux pas les connaître. Leonardo DiCaprio, vous connaissez, à part d'être acteur, c'est aussi un homme très engagé au niveau de l'environnement, des changements climatiques. Oui. Vous ne saviez pas? Non, oui? Je ne savais pas. Greta Thunberg, est-ce que vous la connaissez? Non. C'est une jeune fille de 16 ans, autiste, en Suède, qui a décidé de faire la grève de l'école le vendredi pour lutter contre les changements climatiques. Elle est devenue une figure de proue de ce mouvement-là. Moi, je l'admire beaucoup. Les gens qui se lèvent puis qui se mettent de l'avant puis qui veulent faire progresser ces mouvements-là de croissance, je les soutiens. Puis en plus avec Barack Obama. Yann Arthus Bertrand, c'est un grand cinéaste qui a fait le film Home et Human. Vous pouvez les voir sur YouTube, c'est gratuit. Lui, à partir de prises de vue exceptionnelles, il nous donne une image de la Terre et de tous les contrastes de l'humanité. Est-ce que tu as eu, Moustapha? Non? C'est incroyable. Ça t'amène à une grande prise de conscience de faire ce vol plané avec lui de la planète. C'est incroyable. Hein? Même son film Human, c'est exceptionnel. Denis Mukwege, qui est médecin chirurgien en République du Congo, qui répare les femmes que je vous ai présentées tantôt, qui sont brisées par la... Il a reçu le prix Nobel de la paix cette année. C'est un homme que j'admire beaucoup. Malala Yousafzai, c'est une jeune Pakistanaise qui a tenu tête aux talibans parce qu'ils voulaient interdire l'éducation des jeunes filles. Puis elle a été menacée de mort. Maintenant, elle travaille mondialement pour les droits des femmes. Alors, merci beaucoup, Malala. On peut leur dire merci à tous ces jeunes-là, ces gens-là, qui font avancer les causes. David Suzuki, un grand environnementaliste au Canada, qui lui aussi fait beaucoup d'enseignements au niveau de l'environnement, puis des bons gestes à poser pour la santé humaine, puis la santé de la Terre. Fait que tout ce beau monde-là, ben, c'est ça, il m'inspire. Je vais juste me retrouver dans mes feuilles. Puis, je pense que quand on parle de la Providence, parce que c'est le sujet que je veux aborder, c'est un sujet qui me fascine, la Providence, dans l'étude du Suprême. Je pense que tous ces gens-là ont été un peu touchés par la Providence. Parce que si on lit, j'espère que j'ai les deux diapos, ouais. Si on lit la définition de la Providence, dans le fascicule 118, on dit que la Providence est une fonction du Suprême, fonction en ce qui concerne la croissance évolutionnaire d'un ensemble donné, race, nation, planète. C'est l'importance de la fonction de la créature qui occasionne une intervention providentielle et non l'importance de la créature en tant que personne. Alors, je pense que tous ces gens que je vous ai présentés ont été touchés en quelque part par le Suprême. Oui. Parce qu'ils font des mouvements d'élévation de la race humaine, le bien de la race humaine, de la planète. Alors, moi, quand je me sens vibrer, quand je rencontre ce genre de personnes-là, c'est parce que je m'en vais dans cette direction-là aussi. Puis je vais vous dire quelque chose de gros
que nous tous avons souhaité quand on a fait les séminaires avec Moussa. On voulait devenir enseignante, en tout cas la plupart. Ben moi, je demande que la Providence me demande de servir l'humanité. C'est gros, c'est mon plus secret désir. Je ne sais même pas si j'ai les reins assez solides pour ça, mais je m'offre à ça. Puis en attendant, je fais mon petit bout de chemin, comme Francine le disait, à gauche, à droite, on est là pour servir, on fait du bien en passant, on offre ce qu'on a de meilleur en nous, puis hein? Mais si on a à me choisir pour représenter quelque chose de plus gros, je vais l'accepter, même si c'est lourd, parce que c'est ça, mon seul désir à moi, c'est de vivre pour la suprématie. Parce que moi, je ressens de façon de plus en plus pressante, je ressens de façon de plus en plus pressante le devoir, en tant que citoyen cosmique, de participer à l'actualité du suprême. On est tous responsables de donner accès au suprême, à sa souveraineté, parce que ça va être notre souverain, le suprême. Et avec lui, la venue de l'ère de lumière et de vie. Nous avons part à cet événement, et non seulement à se concentrer sur le paradis qui va bien arriver un jour. Actuellement, le monde a besoin de nous. Je vais vous montrer encore un autre charnier, là, un petit peu moins épais. On connaît tous hein, la fonte des glaciers, les famines, les guerres, les élevages intensifs pour fournir à l'homme ses burgers chez McDo, puis les déforestations et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est ça. On a un devoir, le monde a besoin de nous. On n'est pas en stand-by pour le monde des maisons. On est bien vivant. On doit agir et donner l'exemple. Encore Greta, qui nous dit, s'il y a quelqu'un qui peut le lire, parce que je ne le vois pas bien. Bien sûr, nous avons besoin d'espoir, mais la seule chose dont nous ayons besoin est l'action. Car dès que nous commençons à agir, l'espoir est partout. Oui. Et ça me parle beaucoup parce que c'est ce que moi aussi je ressens dans mon intérieur, là. Alors, être citoyen cosmique, c'est pas seulement lire le livre puis d'élever nos valeurs à la hauteur des incitations de l'ajusteur, mais c'est, selon moi, s'engager comme citoyen et choisir d'appuyer des mouvements sociaux qui prônent l'avancement de l'homme et son bien-être, ou d'en créer aussi, qui nous empêchent de créer des mouvements sociaux, juste nous-mêmes. Alors, je vous fais confiance en tant que chercheur de vérité, comme le dit le livre. Plus vous connaissez la vérité, plus vous êtes la vérité, mieux vous pouvez comprendre le passé et saisir l'avenir. Ça comprend tout. Alors, soyons conscients de nos choix, soyons attentifs à ce qui se trame autour de nous. Pour ma part, j'ai adopté un mode alimentaire sans viande parce que j'ai bien compris la stratégie de l'ONU et de la Banque alimentaire mondiale qui nous incite à diminuer notre consommation de viande parce que celle-ci cause à 40% les changements climatiques, c'est prouvé scientifiquement. Et qu'à la vitesse où la population augmente sur la planète, 10 milliards bientôt, on ne sera plus capable de nourrir tout le monde. Et même déjà, c'est déjà difficile de nourrir tout le monde. Alors, c'est juste ce genre de petite action-là dans nos vies qui peut faire une différence. Manger moins de viande, tu sais, c'est travailler, c'est de la fraternité, parce que tu penses à en laisser aux autres. C'est juste un geste. C'est pas des grosses choses, hein? C'est vraiment des petites choses dans le quotidien. Ça nous fait sentir plus fraternels envers l'humanité.
Moi, je cultive également une bonne partie de ma nourriture. Il y en a qui ont vu ça sur Facebook, là. Parce que je prends des photos de mes légumes, un peu zinzin. Puis c'est ma façon à moi de dire non à tous les pesticides, les poisons qu'ils mettent dans l'environnement aussi. C'est ma façon de lutter contre ces choses-là. Puis, en tout cas, je vais en passer un bout parce que je dis pas juste des choses agréables. Fait que je veux pas que ça soit trop lourd. Fait que, comme je vous ai dit, moi, je fais des petites actions. Je fais pas des grandes actions à grands éclats, puis on m'a pas encore demandé ce genre de choses-là. Alors, je travaille pour UNICEF, je travaille pour David Suzuki, je m'implique dans des centres d'entraide, puis j'aide autour de moi, comme mère, comme grand-mère. Les gens qui sont moins fortunés que moi, si je suis capable de les aider, je les aide. Puis quand je vois les enfants, les lecteurs arriver ici, là, ça me donne l'espoir, vraiment. Parce que je me dis, je vais continuer de laisser traîner mon livre du Rancia sur ma table. Si ce n'est pas mes enfants, ça va être mes petits-enfants qui vont l'ouvrir et qui vont rester là jusqu'à ma mort. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre grande patience. Puis j'espère que je ne vous ai pas trop choqué avec mes photos d'horreur, mais nécessaires, parce que l'horreur est là. Puis de vous avoir un petit peu inspiré pour que vous ne puissiez jamais oublier que vous êtes citoyen cosmique du Suprême. Merci.